BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. On continue bien évidemment à explorer le monde de votre patrimoine et voici venir notre troublion hebdomadaire Jean-François Filiatre qui brille au soleil. Quelle chemise! Formidable, hein? N'est-ce pas? C'est sponsorisé par Stabilo? Exactement. Quel est votre coup de gueule du jour? Quels doivent être les droits des journalistes pour bien faire leur boulot? Oh là là. Ça va être gai, je sens que ça va être gai. C'était une idée comme ça, ce matin au réveil, vous avez décidé de... Ouais, comme tous les matins, je me relève, le jeudi matin, je me lève, je me bouscule, et j'essaie de secouer l'antenne à cette heure-là, soyons honnêtes. En fait, l'idée, elle est partie d'un billet de Bernard Hébrand que vous recevez régulièrement, qui est le directeur de la multigestion d'Avasco à Paris. Et dans un billet intitulé « Adopte-un-gérant.com », il nous affirmait que l'industrie de la gestion compterait parmi celles auxquelles le public fait le moins confiance, devançant à peine l'industrie du spectacle. Et ce sont les particuliers qui s'avèrent les plus sceptiques. À peine 1 sur 2 lui font confiance, soit bien moins que les institutionnels. Alors ni une ni deux, je me suis décidé à faire mon travail et à remonter à la source. À la source de l'eau pour votre moulin? Excellente question, permettez-moi d'y répondre avec des gros sabots, même si votre question est fine. En fait, en remontant à la source, j'ai découvert que le secteur le moins crédible pour la population, eh bien, ce sont les médias. Nous, les journalistes, les blaireaux de l'info, qui avons dans la population une image nettement moins bonne que les banquiers, ce qui est d'ailleurs une preuve incontestable que oui, les Français sont mal informés. Alors je m'interroge, pour mieux faire notre boulot, devons-nous être actifs à titre personnel sur nos sujets? Bref, faut-il ou pas être actionnaire de sociétés cotées quand on parle de bourse? Ainsi de suite. Alors, lançons le débat. Votre avis, Cédric? Moi j'ai du mal à avoir un avis tranché, pour être très franc, Jean-François. Si je me réfère à mon maître à penser, Jean-Pierre Gaillard, qui m'a un petit peu tout appris, il m'a dit un jour, si tu veux investir, fais-le en ayant un portefeuille sous mandat. Donc confier un mandat à un professionnel, c'est effectivement une ligne qui est typiquement française, qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit d'investir en direct pour éviter tout type de conflit d'intérêts. Cela dit, on va être honnête, cette solution elle a toutefois ses limites. Qui va contrôler que vous ne prenez pas de temps en temps un petit café avec votre gestionnaire et qu'à cette occasion vous lui dites amicalement tiens tu pourrais peut-être me mettre de l'air liquide ou du Michelin dans le portefeuille? Et puis ça pose aussi un autre problème, c'est qu'en pratique vous ne savez du marché que ce que les autres veulent bien vous en raconter. Donc l'autre solution ce serait d'autoriser finalement les journalistes à être dans la vraie vie, à investir? J'aime bien votre terme, être dans la vraie vie. On reproche aux politiciens de ne pas être dans la vraie vie. Le débat est identique pour les journalistes. Personnellement, je pense que l'on doit être dans la vraie vie. Alors au passage, sur les actions, où notamment il serait possible de bénéficier d'informations privilégiées ou de peser sur les cours, je précise qu'il existe dans ce pays des garde-fous depuis la directive abus de marché et que les manquements peuvent être sanctionnés par l'autorité des marchés financiers ou par une association d'autorégulation pour la presse, une association qui s'appelle Fidéo. Donc je précise tout de suite aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent, que s'ils constatent un truc louche, sous prétexte qu'un journaliste financier ne donne pas une information équilibrée sur une boîte, qui peut être susceptible d'un conflit d'intérêts, c'est tout simple, vous tapez Fidéo-du-6 France.org sur le clavier de votre ordinateur et vous pouvez leur signaler une alerte en disant qu'il y a quelque chose de louche qui vous paraît. Bon, si vous êtes partisan de la vraie vie, j'imagine que vous y êtes allé. Qu'avez-vous pêché dans cette vraie vie? Alors en fait, n'ayant pas un pouvoir d'achat extensible à l'envi, même si je vous reconnais, je m'interdis de consommer pour avoir la capacité d'épargne la plus élevée possible et pour faire le maximum d'expérience. Donc je ne cache pas que de temps en temps, je m'amuse à suivre dans le détail le dossier d'autres personnes, qu'il s'agisse de lecteurs, d'auditeurs ou de proches. L'occasion de découvrir des anecdotes effarantes sur l'assurance vie qui est pourtant régulièrement encensée par les médias. Est-ce qu'on met le générique de Père Castor en vous demandant de nous raconter une histoire? Allez, c'est l'histoire de Monique qui a plusieurs contrats d'assurance vie, elle a de l'argent à placer, elle suit la méthode qui est préconisée par Marché Gagnant et elle constate qu'elle peut mettre une partie de ses économies sur des unités de compte en actions. Et puis, elle se rend compte également qu'elle a un contrat DSK totalement exonéré d'impôts, donc voyant ça, je lui suggère de privilégier cette formule à un contrat multi-support traditionnel. Donc en pratique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle remplit son bulletin de versement et elle l'envoie. C'est passionnant, mais jusque-là, tout va bien.
Oui, sauf que son courtier la rappelle et lui dit, madame, c'est pas possible ce que vous avez fait. Il faut mettre les unités de compte sur le DSK et le fonds en euros sur le contrat d'assurance vie traditionnel. Donc on va vous renvoyer 2 bulletins de souscription. Merci de nous les retourner. Alors Monique, elle s'exécute. Malgré tout, elle marque au dos des 2 chèques qu'on lui fait pour ces 2 contrats le même numéro de compte, celui de son contrat DSK. Et puis grosso modo, comme on lui a dit que ma recommandation n'était pas possible, elle me passe quand même un petit coup de fil pour me dire que oui, quand même, les journalistes sont sûrement peut-être un peu des blaireaux. Malheur à elle, je lui demande tous ses papiers, je lui demande l'autorisation de m'occuper de son dossier en direct et roule ma poule, je décroche mon téléphone. Bon, là c'est plutôt Julien Courbet, vous avez donc eu l'assureur? J'ai appelé le courtier. J'ai appelé le courtier exactement et puis je lui ai posé une première question, c'est pourquoi l'opération demandée n'était pas possible. Bah, si, M. Filiatre, elle était possible, mais en fait, on lui en a proposé une autre. Donc, point numéro 1, on a mis l'impression sur le client en lui racontant des bobards. Bravo. Deuxième question, j'ai dit, mais vous proposez une autre solution. Quelle était, je la connais, mais quelle est la justification de cette seconde solution et quel est l'intérêt pour le client? Réponse, pas de réponse. Donc, en pratique, j'ai simplement dit, vous allez être sympa, vous allez donc tout annuler et vous allez faire ce que souhaitait le client puisque c'était possible et que vous n'aviez pas trouvé de contre-indication à l'investissement souhaité. Et là, vous savez la réponse? J'imagine que votre petite camarade était contente et qu'elle a signé? Eh bien, le courtier m'a dit, ah mais monsieur Filiatre, on ne peut pas revenir en arrière puisque les 2 souscriptions sur les 2 contrats, on a les papiers de la cliente qui ont été signés. Vous avez signé, donc soyez gentil, vous la fermez. Alors Choupinette, un message quand même, il faut regarder les papiers avant de signer, surtout il ne faut pas trop faire confiance. Alors, dans cette histoire, un brin retort. J'explique à mon interlocuteur qu'en fait, j'aimerais bien qu'il ressorte les 2 chèques qu'on lui a envoyés, qu'on regarde au dos de ces 2 chèques les numéros d'adhésion qui ont été faits, pour voir si éventuellement, il n'y aurait pas eu un numéro d'adhésion qui aurait été corrigé, pof, pour transformer l'investissement sur le DSK sur le contrat ordinaire et que ça aurait été fait non pas avec la main du client mais avec la main du courtier. Et là je peux vous dire qu'en 1 minute, eh bien le dialogue il a changé et en moins d'1 minute on est arrivé à un accord. Un mail alors est envoyé à la cliente pour lui dire que tout serait fait selon son souhait initial. C'était il y a un peu plus d'1 mois et depuis rien n'a bougé. Et pour info, l'info elle se passe sur le plus gros distributeur d'un des plus importants contrats de la place. Bon. Première histoire. On a 5 minutes 12, on peut en entamer une deuxième? Allez, Caroline, elle a ouvert en 2014 un contrat d'assurance vie sur Internet. Elle a mis 20 000 €. Et l'an dernier, le 19 décembre précisément, elle constate que son compte bancaire est plein de pépettes et elle décide de verser 120 000 € supplémentaires. Et puis elle se retrouve confrontée, comme beaucoup d'épargnantes, avec un contrat où il y a 2 fonds en euros, dont un qui a une performance supérieure, avec une condition de mettre des unités de compte. Alors vu le poids des actions dans le reste de son patrimoine, je lui suggère d'investir 20% sur effectivement des unités de compte avec des actions européennes et un tracker. Elle envoie un chèque, quelques jours plus tard elle reçoit un accusé de réception, mais aussi un courrier lui demandant de bien vouloir remplir un document de recueil d'informations, car, lui dit son courtier, on a oublié de lui faire remplir ce document à la souscription. Déjà, bonjour le sérieux. Bon. Et puis, on la poursuit pour connaître l'origine des fonds. Donc elle répond, c'est mon salaire. Oui, mais il faut une preuve. Alors là, l'opération commence à virer au grand guignol. On discute pendant des semaines et des semaines. Fin janvier, rien n'a bougé, on discute encore. Et finalement, mi-février, la preuve est trouvée. On va envoyer un relevé de banque indiquant que l'argent se trouve bien sur le compte bancaire, alors que le chèque, lui, il a déjà été encaissé. Reste que Caroline, en pratique, dans cette histoire-là, elle s'inquiète parce que son versement du mois de décembre n'apparaît pas dans son relevé annuel de fin d'année qu'elle reçoit fin février et qu'elle n'a aucune trace de l'opération réalisée. Bon, là aussi vous avez mis votre masque, votre cape, etc. Exactement, tel Zorro, j'ai récupéré le dossier et je constate 2 choses. Je constate que les opérations ont été réalisées le 15 février, mais que pour faire les calculs, pour faire la conversion du versement en unité de compte, on a pris la valeur des unités de compte le 4 janvier. D'où sort cette date? D'autant que fin janvier, j'avais été en contact avec le courtier et qu'aucun investissement n'avait été réalisé. Donc je pose la question,
l'assureur fait-il le choix de la date qui l'arrange? Secondo, Caroline, elle a fait le choix d'acheter un tracker sur les actions internationales hors Europe. Et finalement, quand je regarde son opération, je me rends compte qu'on lui a mis des actions asiatiques hors Japon. Bon, vous avez demandé des choux et vous avez des carottes. C'est pas pareil, mais ça ressemble. In fine, le tout a été rectifié. Il n'empêche que si elle n'avait rien fait, la cliente se serait faite empapaouter de 2500 €. Je dis, ayez confiance dans les financiers. On parlait des journalistes ou des financiers, je comprends plus là. Alors je vais vous faire un petit mot de conclusion justement pour vous parler des journalistes, des financiers, des épargnants. Je vais lancer un message aux épargnants. Vous avez tout le loisir de critiquer les journalistes. Moi-même, je m'arrive de critiquer. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas critiqué. En revanche, je pense qu'il serait plus utile de nous aider à progresser. Non pas en nous amenant des cas toujours, en nous disant qu'il faut les traiter, parce qu'on ne peut pas traiter tous les cas d'épargnants, mais en tout cas en nous aidant pour nous remonter des informations du terrain. Parce que oui, journalistes financiers, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations qui reviennent de la part des établissements financiers et insuffisamment d'informations qui reviennent du terrain. Alors, là-dessus, très clairement, sur le site Marché Gagnant, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous faire part de votre expérience. Un jour d'ailleurs, il faudra qu'on travaille tous ensemble pour mettre en place une base sur les réels taux de rendement des contrats d'assurance vie, puisqu'aujourd'hui, les assureurs ne veulent pas nous les communiquer. Enfin, un message à l'attention des professionnels, notamment l'assurance vie, puisque ce secteur est très largement mis en avant par les médias. Si on passe pour des blaireaux, c'est franchement en partie parce que vous ne faites pas votre boulot. Alors, l'assurance vie multi-support, les trackers dans des contrats d'assurance vie et tout le tralala, c'est super sur le papier, on le dit, il serait bien qu'il en soit de même dans la vraie vie. Donc, respecter la lettre de ce qu'on propose, en clair. Pas de ce qu'on propose, mais prenons par exemple le cas des trackers. Aujourd'hui, vous avez un problème informatique tout bête, c'est que les noms des trackers sont des noms qui sont complètement à rallonge, que ça génère tout un tas de confusion, et que le problème que l'on a dans le bulletin de souscription, le code ISIN est exact. Donc on a un bon compte ISIN et on ne fait pas l'opération sur le bon code ISIN. Les chaînes informatiques aujourd'hui des compagnies d'assurance sont à revoir en intégralité. C'était Jean-François Filiatre et son franc-parler. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs, Jean-François, pour Marché Gagnant. Le CAC 40, 4486 points. On progresse de 0,1%. On va voir avec nos traders ce qu'ils en disent.